Alors là, je vais vous présenter quelques données qui sont issues d'une grande enquête qui a été déployée dès le début du confinement et jusqu'à la fin. C'est une idée qui est venue dans les premiers jours, comme tout le monde. J'étais particulièrement stressé par ce changement de configuration, de vie quotidienne, toutes ces contraintes qui s'imposaient et un petit peu déboussolé. Je me suis demandé comment j'allais moi le supporter, comment les Français allaient le supporter. J'ai interagi très rapidement avec Frédéric Asbart, qui est MCUPH dans mon pôle, et on s'est très rapidement décidé à monter une enquête pour voir comment les Français allaient réagir par rapport à cette période, par rapport aux différentes contraintes de cette période. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment ils allaient y résister. Donc, ce que je cherchais, c'était les facteurs de résilience des Français. Et ça rejoint mes thématiques habituelles, puisque je travaille sur le rétablissement. Ben là, c'est comment, effectivement, la population, de manière extrêmement large, fait face à un stress extrêmement important. Donc évidemment, il faut bien se remettre dans le contexte de cette période où on était tous un petit peu perdus et puis il y avait de multiples facteurs de stress qui intervenaient. Donc au-delà de la perte de liberté de circulation qui nous a laissé à la maison, où nous soignants nous a permis d'aller à l'hôpital, mais nous a laissé à la maison dans la semaine, mais nous a interdit d'aller fréquenter les salles de spectacle, la plupart des commerces, etc., etc. Pour certains, ça a été un isolement social imposé. On va voir comment l'enquête a permis de le quantifier. Pour beaucoup, ça a été du désœuvrement, avec une perte des activités quotidiennes, y compris une perte de leur travail pour une partie des gens, une peur de la contamination qui venait se mêler à ça, une peur de la mort pour soi et ses proches, qui a été plus ou moins intense en fonction de ses fragilités propres. Et puis, par rapport à tout ça, eh bien, chacun a pu être un peu perplexe au départ. C'est les phases classiques de la réaction au stress, s'habituer, mais s'habituer sur un mode qui peut être sous la forme d'une résilience pour une partie d'entre nous, mais pour certains, de détresse ou d'une difficulté au long cours. Alors, pour nous replonger dans la période, les rues du monde entier étaient désertiques, que ce soit en France, aux États-Unis, en Inde, en Italie ou ailleurs. Donc, par rapport à cette période, on avait déjà à ce moment-là des publications qui venaient de sortir d'ailleurs sur l'impact du confinement et de l'isolement dans d'autres situations d'épidémie. Il y avait en particulier cette grosse enquête, cette grosse étude du Lancet qui venait de sortir, qui reprenait toutes les études concernant des épidémies récentes et qui montrait que des stress aigus, des épisodes d'anxiété, des signes d'irritabilité, d'épuisement, même des PTSD ou des dépressions ou encore des addictions pouvaient être favorisés par un confinement de simplement quelques semaines, puisque bien entendu, on n'avait jamais eu un confinement aussi large en termes de quantité de personnes qui étaient enfermées, mais aussi en termes de durée. Dans la plupart de ces études, c'était plutôt 2 semaines ou 3 semaines maximum de durée de confinement. Et puis on a eu très rapidement aussi des données chinoises où là on était à 2 mois de confinement avec une étude qui a des limites méthodologiques parce que la psychométrie était quand même très superficielle, mais selon les auteurs, on atteignait un taux de dépression tout à fait considérable et d'anxiété très élevé dans la population chinoise autour de Wuhan. Nicolas, je vous interromps un instant. Il semble que votre micro est trop près de votre bouche, peut-être. Donc, il y a un bruit un peu désagréable. Donc, si vous pouvez le garder un petit peu plus loin. Là, comme ça, est-ce que ça irait mieux? Peut-être un petit peu plus loin encore. Comme ça? Oui. Alors, un peu plus proche, pardon. C'est juste, on a un problème d'interférence. C'est ça qui est pas évident. J'ai peur qu'on m'entende pas. Est-ce que là, c'est bien? Là, ça me paraît mieux. Ok. Eh ben, écoutez, j'essaye de pas bouger la main gauche. Donc, nous avons monté cette enquête pendant la première semaine de confinement. Elle a été mise en ligne dès le début de la deuxième semaine. Elle est restée ouverte jusqu'à la fin de la 8e semaine de confinement. L'objectif, c'était de comprendre l'impact du confinement sur la santé mentale, mais surtout de comprendre comment certains facteurs pouvaient être protecteurs pour la population. Et puis, nous en avons profité pour étudier les consommations et l'évolution des consommations au cours de la période. Donc, les personnes impliquées, vous les voyez là. Pour la conception de l'enquête, c'est Frédéric Asbart et moi. Pour l'analyse des données, au départ, c'est Julie Asbart, qui est maître de conférence en santé publique, qui a fait ça. Il y a un autre médecin de santé publique qui est intervenu sur certaines analyses, et certaines figures sont issues de son travail. C'est Audrey Tanguy-Mellac. 2 internes en psychiatrie ont participé, Élodie Zante, qui a fait toute la mise en ligne de l'enquête, qui a participé à sa conception également. Et pour la partie sur les consommations, c'est un PUPH d'addictologie, le professeur Roland, qui a collaboré à la fois sur la conception de l'enquête et sur la valorisation. La diffusion, ça a été par les réseaux sociaux, je pense que c'est ce qui a été le plus rapide, le plus rapidement efficace en tout cas, et par la presse régionale et nationale. Donc les publications qui sont sorties actuellement, c'est les 2 qui sont à gauche, d'autres sont en cours de rédaction. Il y a le livre que Florence a cité tout à l'heure. Et donc les travaux que je vous montre sont issus de ces trois publications, 2 articles et un livre.
Donc nous avons eu beaucoup de réponses, surtout pendant la deuxième semaine de confinement. Donc ça, c'est l'ensemble des réponses que nous avons obtenues entre le jour numéro, je crois que c'était 9 et le jour numéro 14 du confinement. On avait eu 20 235 réponses, dont 11 742 questionnaires complets. Après, certains étaient exploitables, enfin la plupart étaient exploitables. Mais certains provenaient d'autres pays, donc on les a éliminés pour analyser des données correspondant à un contexte politique homogène. Donc il restait sur la deuxième semaine de confinement 11 391 questionnaires remplis jusqu'au bout par des Français de plus de 16 ans. Parce que nous avions eu aussi des réponses par des adolescents entre 12 ans et 16 ans, et il y en avait quand même quelques dizaines, ou entre 100 et 200, je ne me souviens plus exactement. Donc la plupart de mes figures portent sur ces données-là, et après les figures qui sont présentées à la fin sont sur les semaines suivantes, et nous avons eu entre 1000 et 5000 réponses par semaine en fonction des semaines. Alors, pendant la deuxième semaine de confinement, vous avez les caractéristiques sociodémographiques des participants. Vous voyez, 53 ou presque 54% des participants avaient entre 30 et 54 ans. La plupart étaient mariés ou en couple, c'était 2/3 environ. Un petit peu plus de la moitié n'avaient pas d'enfants. Un peu plus d'un tiers avait un enfant et 12% avaient 2 enfants ou plus. Les catégories socio-professionnelles, vous voyez, on a une majorité de cadres professions intellectuelles supérieures. Il y a un biais probablement par rapport au type de diffusion que nous avons utilisé. Les professions de santé étaient très représentées puisque c'était pratiquement une personne sur 5. En ce qui concerne l'origine géographique des participants, nous avons une surreprésentation d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque l'enquête vient de là, et de l'Île-de-France pour des questions populationnelles, mais nous avons eu des réponses de toutes les régions françaises. Alors, que nous ont dit ces participants? Tout d'abord, ils étaient en accord à l'époque avec la mesure de confinement. Je pense que si on faisait la même enquête maintenant sur les différentes contraintes qui s'imposent à la population, on aurait probablement un taux inférieur, mais malheureusement, l'enquête, nous ne la faisons pas, en tout cas nous. La satisfaction par rapport à l'information était bonne, puisque 45% étaient assez satisfaits, 20% complètement satisfaits, ce qui fait 2/3 de la population satisfaite du niveau d'information, avec des informations qui paraissaient claires à 2/3 de la population qui participait. Il y avait une inquiétude pour plus de 60% des participants par rapport à l'accès aux moyens de protection qui à l'époque était très limité, comme vous vous en souvenez probablement. La plupart des participants vivaient dans un logement d'une surface comprise entre 30 et 89 mètres carrés, mais vous voyez qu'il y en avait quand même 3% et demi qui vivaient dans moins de 29 mètres carrés. Enfin, dans 29 mètres carrés ou moins pour être plus exact. La plupart des participants vivaient à plusieurs, soit en couple, soit avec des enfants, soit en collectivité, mais nous avions quand même 22% des participants qui vivaient seuls. La plupart travaillaient, 61%. Et puis, en ce qui concerne le travail sur site, c'était 17%. Donc, la plupart étaient plutôt en télétravail. Vous voyez, 40% en télétravail, dont une partie avec des enfants, ce qui venait compliquer, évidemment, leur capacité à s'investir complètement dans le télétravail et probablement augmenter leur niveau de stress. On reverra ça plus tard. En tout cas, la charge de travail pour la plupart des participants était évidemment inférieure à d'habitude, 36%. Elle était identique chez environ un quart de la population. Mais nous avons vu des gens dont la charge de travail a augmenté pendant le confinement. Vous voyez, 21%, un peu plus de 21% avaient une charge supérieure. Et j'ai même rencontré plusieurs participants qui avaient fait des burn-out du fait d'une confusion entre les temps privés et les temps professionnels pendant le confinement. Alors, en ce qui concerne les occupations, vous voyez, la plupart des personnes avaient des occupations type travail ou études, enfin presque la moitié. 15% s'engageaient régulièrement dans une discussion avec les proches, beaucoup s'engageaient dans le soin apporté aux enfants, beaucoup, 18% s'investissaient au moins 4 heures par jour. Là, il s'agit de la proportion de la population qui s'engage 4 heures par jour, donc 18% étaient, enfin plus de 18% étaient plus de 4 heures par jour sur Internet, ce qui fait beaucoup. Et puis vous allez voir tout à l'heure l'augmentation, la modification de ces activités. En ce qui concerne les difficultés rapportées par les participants, vous voyez, ça c'était les plaintes spontanées, pratiquement 40%, 4 participants sur 6 se plaignaient de grignotage. Un peu plus d'un quart des participants ne se plaignaient d'aucune difficulté. Un peu moins de 10% se plaignaient de difficultés en termes d'alimentation. En termes de repos, c'était plus d'un tiers. En termes de rythme veille-sommeil, mais je pense que ça se recoupe, c'était un petit peu plus d'un quart. 3 quarts des participants
avaient un soutien social, mais presque un quart, n'avaient pas de soutien social. Alors ensuite, si on regarde l'évolution des consommations, ce qui est intéressant, c'est l'augmentation. Vous voyez, 36% de la population a augmenté sa consommation d'aliments gras ou sucrés, pratiquement 20% sa consommation de café, près de 18% sa consommation d'alcool et près de 70%, en tout cas plus de 2/3, sa consommation d'écran. Bien entendu, toutes les modalités relationnelles se faisaient comme maintenant sur les écrans. Donc, ça contribue à cette augmentation très notable de recours aux écrans. Mais ce qui est intéressant, c'est quand ça devient incontrôlable. Et vous voyez, la consommation d'écran était modérément augmentée dans un petit peu moins de 50% des cas, mais hors de contrôle, selon ce que déclarait la population, dans plus de 15% des cas. Donc avec un risque d'addiction aux écrans. Et vous avez également une consommation notable, une perte de contrôle notable dans la consommation de cannabis, de tabac et un petit peu, dans une moindre proportion, pour l'alcool. Alors quelles étaient les stratégies pour faire face à la crise? Ce qu'ont déclaré les gens, c'est qu'ils allaient principalement s'appuyer pour supporter cette période sur la notion de répercussion positive pour l'environnement, sur la conviction qu'ils avaient intime d'une issue favorable, sur des expériences passées, sur les propos de l'entourage, sur l'entraide, mais vous voyez, en aucun cas sur les médias, puisque les médias alignaient des nombres de morts, des nombres de malades, des taux de contamination, un peu comme on a maintenant, mais en plus mortifère, avec des décès quotidiens. Et vous voyez, même pas 3,5% des participants recouraient aux médias pour garder de l'espoir en l'avenir, ce qui est un petit peu ennuyeux, me semble-t-il. Très peu s'appuyer sur les médicaments, vous voyez, moins de 4%. Les substances toxiques, moins de 8%. Le bien-être était tout à fait corrélé à l'âge. Plus les personnes étaient avancées en âge, mieux elles ont supporté le confinement. En tout cas, plus elles ont maintenu un niveau de bien-être élevé. Alors, en ce qui concerne la situation conjugale, il y a un petit bénéfice à avoir affronté le confinement, en couple, par rapport au fait de l'avoir affronté seul. Vous avez 2 points dans l'échelle de bien-être mental que nous avons utilisé, ce qui est significatif, et les stats étaient significatifs sur une échelle dont le score peut aller jusqu'à 70, en sachant que je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais les valeurs en dehors d'une période de contamination sont environ de 50 à 53 en termes de score, pour la population générale, mais aussi pour les étudiants. Or là, vous allez voir que pour les étudiants, et on le voit déjà sur cette diapositive, les scores se sont fortement écroulés. En ce qui concerne la situation professionnelle, les indépendants, les retraités, donc, ont mieux supporté la période de confinement que les autres en termes de score à cette échelle de bien-être mental. Et là où ça a le plus baissé, c'est pour les personnes en invalidité et pour les étudiants. Ensuite, si on regarde la catégorie professionnelle, ceux qui ont le mieux supporté, ce sont les 4 professions qui sont affichées là, les artisans, commerçants, les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions de santé, qui ont été très valorisées pendant cette période, alors que pendant d'autres épidémies, l'étude antérieure le montre, ils ont été très stigmatisés, avec un rejet et des PTSD qui étaient extrêmement importants. Là, ça a été différent, grâce à une communication qui était plus appropriée. En revanche, vous voyez que pour les étudiants, le bien-être mental était très faible, mais aussi pour les agriculteurs. On aurait pu attendre quelque chose qui les préservait, puisqu'ils étaient en dehors des agglomérations, en dehors de la promiscuité et d'un risque de contamination élevé. Ils étaient en contact avec la nature. Eh bien non, malgré tout, je pense que ça, il faudrait le comparer en fait au score de bien-être mental des agriculteurs en dehors de la période, mais ils n'ont pas du tout une valeur qui me paraît acceptable. Idem pour les ouvriers, c'était faible, et un petit peu abaissé pour les employés d'autres professions. En fonction du logement, donc vous voyez que le score de bien-être mental était complètement corrélé à la surface du logement. Plus le logement était grand, évidemment, mieux les personnes ont supporté le confinement, mais il y a un palier qui est à peu près à partir de 90 mètres carrés, avec des scores très faibles, en dessous de 17 mètres carrés, bien entendu. C'était très peu de monde, mais quand même, c'était des conditions extrêmement difficiles pour les quelques personnes, enfin les 76 personnes quand même, qui ont passé 2 mois enfermées dans moins de 17 mètres carrés. On peut facilement se le représenter. Alors ça, ce sont des courbes d'un travail qui est en cours, qui n'est pas encore publié. Là, c'est l'évolution du bien-être au fil du confinement. Vous voyez que les couleurs changent en fonction des semaines. Ce sont les courbes de Gauss, de la répartition des scores de bien-être mental à l'échelle WBS au fil du confinement. Et vous voyez que les courbes s'étalent et vont vers les scores les plus inférieurs, les plus bas au fil du confinement. Elles sont plus resserrées autour de valeurs à peu près normales au début du confinement. Donc la situation, l'impact finalement sur la santé mentale de la population s'accroît
au fil des semaines, et c'est bien représenté par cette première courbe. Là, si on prend les étudiants célibataires sans enfants qui vivent dans moins de 30 mètres carrés, vous voyez qu'il y a des scores très désastreux d'emblée. Des scores extrêmement faibles dans les courbes qui sont violettes, violette foncée, violette un petit peu plus claire. Donc d'emblée, il y a un impact très fort sur le bien-être mental pour ces personnes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, voire précaires, avec en plus une interruption de la scolarité, des études universitaires, et un désœuvrement et un isolement qui est bien plus marqué, puisque beaucoup d'entre eux étaient éloignés de leur famille, dans des conditions de vie extrêmement difficiles, dans une toute petite surface, avec un quotidien qui était complètement à reconstruire. Si on prend maintenant les salariés qui travaillaient sur site, vous voyez, là, vous avez un score de bien-être qui est à peu près conservé par rapport à ce qu'on observe en dehors d'une période d'épidémie et qui s'étale petit à petit, qui s'aggrave au cours du confinement, mais avec des valeurs qui sont supérieures par rapport à ce qu'on observait, bien entendu, chez les étudiants, mais aussi pour la population générale. Pour ceux qui sont en télétravail, il y a une aggravation plus importante. Ils sont confinés chez eux, dans un milieu clos, souvent, enfin pour une moitié d'entre eux, je crois, c'est les chiffres qu'on a vus tout à l'heure avec des enfants à la maison, c'est plus difficile, et donc il y a des scores qui s'aggravent considérablement au fil des semaines du confinement. Alors nous avions aussi dans cette enquête une échelle de stress, et là je vous montre l'évolution du stress selon cette échelle au fil des 8 semaines du confinement, et je vous distingue en haut ceux qui travaillent sur site et en bas les télétravailleurs. Et vous voyez que les télétravailleurs, leur situation s'aggrave très nettement pendant les dernières semaines du confinement. Là, ça devient extrêmement... ça s'améliore au cours des dernières semaines du confinement, parce qu'ils se sont habitués, alors qu'au contraire, ceux qui travaillent sur site, les choses ont plutôt tendance à s'étaler et à s'aggraver au fil des semaines de confinement. Après, si on prend l'évolution selon le sexe, bien là, on voit qu'il y a une très légère différence en termes de score moyen entre les hommes et les femmes, en défaveur des femmes, mais qu'une partie des hommes est plus stressée et que les courbes s'étalent beaucoup plus au fil du confinement, avec des hommes qui sont beaucoup plus stressés à la fin du confinement. Ça, c'est les courbes qui sont en beige et en vert clair qu'on voit en bas à droite de l'écran. Après, si on prend l'évolution du bien-être mental chez les personnes qui sont suivies par un psychiatre ou un psychologue, mais on observe des scores qui sont, des courbes qui peuvent ressembler à celles qu'on a pour la population générale, mais qui vont s'étaler beaucoup plus et qui vont se dégrader pour une partie de la population beaucoup plus nettement, puisqu'on a des scores extrêmement faibles, inférieurs à 30, ce qui est vraiment très très bas en termes de bien-être mental. Donc au total, pendant cette période de confinement, on peut retenir qu'on a une altération du bien-être mental, globalement pour la population, mais elle est limitée si on prend l'ensemble de la population en termes de score. Par contre, elle est marquée pour les jeunes, elle est marquée pour les personnes sans emploi, elle est marquée pour les personnes qui avaient des troubles psychiques auparavant, et en particulier pour ceux qui ont des troubles psychiques actifs, qui avaient des troubles psychiques actifs, qui étaient engagés dans un suivi au moment de la période de confinement. Ceux qui avaient été suivis auparavant et qui étaient rétablis ont mieux résisté à cette période de confinement. On a également une modification des consommations, que ce soit en particulier la consommation d'écran, avec une perte de contrôle, c'est une partie de la consommation et un risque d'addiction aux écrans, et également une consommation d'alcool qui augmente notablement pour une partie de la population. Et puis nous avons également une diminution du bien-être mental qui s'accentue au fil des semaines, en particulier dans les populations les plus fragiles qui viennent d'être citées en haut de cette diapositive. Merci de votre attention. Je suis peut-être un peu plus rapide avec cette modalité web et je suis à votre disposition pour quelques questions. Merci beaucoup Nicolas pour cette très intéressante présentation. Donc j'imagine qu'il va y avoir des questions, mais je voulais te demander s'il était prévu, puisque vous avez une population d'un peu plus de 2000 personnes qui avaient un suivi psychiatrique et ou psychologique, de faire une analyse plus spécifique de cette population qui pourrait bien entendu intéresser très fortement l'UNAFAM. Complètement, c'est en cours, mais les résultats qu'on a sont encore trop préliminaires. Il y a une interne, Émilie Orfeuve, que j'ai citée au début, qui travaille dessus. Frédéric Asbart s'intéresse beaucoup à cette population, en particulier les jeunes psychotiques, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il s'est investi très vite dans l'étude, puisqu'au début, moi, je voulais voir ça sur la population générale. Lui, il voulait voir l'impact sur les jeunes psychotiques, qui lui paraissait une population fragile, et c'est pour ça qu'on s'est trouvé très vite autour de la construction de cette enquête. Donc c'est prévu, et nous avons déjà des résultats, mais ils sont vraiment trop parcellaires pour que je les présente maintenant. Simplement, pour dire de manière très globale, hein, leurs scores sont extrêmement bas quand même, comme vous avez pu les voir sur les quelques chiffres que j'ai présentés. Et ce qui impacte particulièrement la population générale, impacte encore plus les personnes avec des troubles psychotiques ou des troubles sévères en général.
Alors, il y a une question qui provient des participants qui est qu'est-ce que tu entends par soutien social? C'est une question. Alors ça, c'est issu, si tu veux, du questionnaire. En fait, là, je vous ai présenté les données qui découlent vraiment des questions qu'on a posées à la population. Donc, c'est le questionnaire tel qu'il était en ligne. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment les personnes se sentaient soutenues socialement. C'était du déclaratif. En fait, ce que j'ai présenté, c'est pratiquement l'ordre des questions et la formulation des questions. On a voulu faire un questionnaire qui était court, qui prendrait environ 15 minutes pour des personnes qui sont rapides ou au maximum 30 minutes pour des personnes avec des difficultés à faire. Et moi, ce que je souhaitais, c'était savoir quels étaient les facteurs de résilience. Et je pensais qu'un des facteurs de résilience, c'était de pouvoir communiquer. En particulier, d'avoir des échanges, soit en direct, pour ceux qui vivaient à plusieurs, et on a vu que ça les préservait, soit par téléphone, et ça, je ne l'ai pas présenté ou très peu, mais ça préservait effectivement le bien-être mental. Le fait de téléphoner plusieurs heures par jour maintenait le niveau du score de bien-être. Même par SMS, ça maintenait un score de bien-être plus élevé que pour ceux qui n'avaient pas recours au SMS. En revanche, le fait d'aller sur les réseaux sociaux, hors communication directe, comme on le fait maintenant, au Messenger, etc., ça ne préservait pas du tout le score de bien-être mental. Je n'ai pas pu tout présenter, hein, évidemment, j'ai fait une sélection. Mais le soutien social qui était efficace, c'était soit en direct, avec les gens qui étaient à la maison ou au travail, soit par téléphone ou par SMS, mais pas par les réseaux sociaux. Le fait d'aller sur Facebook, mettre des posts en permanence, n'a pas du tout préservé, enfin n'était pas corrélé, pour être exact, avec le score de bien-être mental. D'accord. Et puis, il y a une dernière question avant qu'on te libère. Y a-t-il un lien entre la consommation de l'écran, je pense qu'on pourrait dire la même chose pour l'alcool, et le mal-être? Alors ça, c'est ce qu'on peut dire, et ce que j'ai présenté à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas de lien, je ne sais pas si j'ai présenté d'ailleurs les chiffres précis, il n'y a pas de lien entre le fait de passer beaucoup de temps sur l'écran, d'avoir des jeux vidéo, d'être investi dans les jeux vidéo en particulier, parce que les écrans, c'était les réseaux sociaux, mais beaucoup les jeux vidéo. Ça ne préserve pas le bien-être mental. Donc, est-ce qu'on peut dire à l'inverse que c'est un facteur de mal-être? Ça, je laisse chacun libre de son interprétation. Mais en tout cas, ça ne préserve pas, ça n'est pas corrélé à un taux, à un niveau de bien-être maintenu, c'est-à-dire proche des 50 à peu près qu'on observe d'habitude. Et ça n'est pas non plus un signe plus important de mal-être? Si tu veux, on va pousser les analyses de manière un petit peu plus poussée. On peut corréler ça, par exemple, aux facteurs de stress, mais c'est tellement hétérogène que c'est difficile. Là, ce qu'on a sur une enquête comme ça, avec 20 000 participants, c'est des tendances extrêmement générales. Parfois, on a des choses qui se dégagent plus particulièrement, mais pour aller voir si c'est lié à un mal-être, je pense qu'il faut interroger les personnes. Là, on n'avait pas de questions sur le mal-être, tu vois. On a des questions sur le bien-être, parce que c'est une enquête qui se voulait positive. Encore une fois, moi, je voulais voir comment les gens résistaient à cette période. C'est pour ça que je suis parti d'emblée sur le bien-être, avec une échelle que je connais bien, puisque c'est moi qui l'ai traduite en français. On a fait des rétro-traductions. On a travaillé avec les auteurs écossais il y a une douzaine d'années déjà, quand je montais une nouvelle structure de santé mentale. Mais c'est une échelle de santé mentale positive. Le seul facteur de mauvaise résistance au stress, c'est l'échelle de stress qu'on a utilisée. Le reste, c'est du descriptif, du déclaratif. Donc après, à part dire qu'on a des troubles psychiques, effectivement, on a quantifié, on a je ne sais pas combien de centaines de personnes qui ont déclaré, ou de milliers, avoir des troubles anxieux, des dépressions. Les troubles psychotiques, on en a eu moins, mais peut-être les gens ne les déclaraient pas. Les addictions, on en a eu moins, mais peut-être les gens ne les déclaraient pas. Ils peuvent déclarer assez facilement prendre de l'alcool. Le cannabis, ça a peut-être été minimisé, hein, ça c'est facile. L'addiction comportementale, tu connais bien, certaines c'est facile à déclarer, d'autres moins. Donc là, on est sur les limites d'une enquête déclarative. Et l'idée, c'était de croiser un score de bien-être, avec donc une résistance apparente à la difficulté de cette période, avec certains facteurs d'occupation qui sont faciles à déclarer. On n'est pas entré dans le détail, par exemple, certains voulaient qu'on le fasse, des comportements intimes. Parce que pour moi, c'était quelque chose qui était sur Internet, d'accès libre. Je pensais qu'on analyserait peut-être les données des mineurs. On analyse à partir de 16 ans, mais on a des gens qui ont répondu, des enfants des 12 ans. On ne voulait pas qu'ils se retrouvent par rapport à des choses qu'ils ne pouvaient pas lire. Donc il y a eu des choix qui ont été faits. Et puis en plus, je voulais quelque chose de court pour avoir beaucoup de réponses, et ça a marché. Ça a marché aussi parce que les gens étaient très contrariés par cette période, très désemparés, et que c'était une manière d'exprimer aussi leurs difficultés. Donc on a eu énormément de réponses dans les 24 heures. En quelques heures, on a eu 5 000, on a eu 10 000 en 24 heures, je crois. C'est parti comme une traînée de poudre, alors que c'était même pas encore dans la presse. Donc il y a eu, je pense, une manière de dire leur mécontentement. L'intérêt de cette étude, c'est qu'elle a été faite très vite, parce que d'emblée, on a vu l'intérêt, on a réussi à la concevoir vite, on l'a mise en ligne nous-mêmes. Enfin, c'est Élodie Zante qui l'a fait. Et donc, les gens ont pu réagir à chaud au bout d'une semaine de confinement. Ça, c'est vraiment dès le début. C'est pas du tout une enquête rétrospective. C'est à chaud ce qui se passe sur le moment, quoi. Et on pourrait tracer des courbes, comme j'ai fait pour l'évolution du score de bien-être, pour bien d'autres paramètres. On peut le faire pour tous les paramètres.
première semaine, enfin deuxième semaine de confinement, on a 20 000 réponses, mais on a une autre semaine, je crois que c'est la quatrième ou la cinquième, où on a 5 000 réponses. Une des limites aussi, c'est que comme on n'a pas pu avoir de CPP parce qu'il n'y avait pas de procédure urgente, on n'a pas pu enregistrer le numéro IP, c'est complètement anonyme et on peut pas avoir c'est pas une cohorte, c'est pas les mêmes personnes qui ont répondu à la semaine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il faut faire des stats spécifiques pour que ça ait une valeur quand même en termes d'évolution du bien-être. C'est pour ça qu'on travaille avec des médecins de santé publique qui sont qualifiés pour ça. Parce que moi, je ne suis pas statisticien et je ne sais pas comment on fait ce type de statistiques sur une pseudo-cohorte. Mais néanmoins, je pense que ça a un sens quand on a autant de réponses. Vous montrez les courbes. Par contre, la limite, c'est de bien dire que ce n'est pas les mêmes personnes qui sont dans le jaune, dans le vert, dans le violet. Attention, oui. Ça, il faut que ce soit très clair. C'est vrai que c'est peut-être pas assez expliqué au début.